Parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le deuxième topo confiné qui donc aura lieu aujourd'hui en Normandie, à Manvieux, et qui portera sur la grande peste. Donc nous le présenterons ensemble avec Damien, que je vais laisser commencer. Pour fuir de la peste le dard, part tôt, va loin et revient tard. Ce proverbe médiéval traduit la détresse des contemporains de la Grande Peste, auxquels cette expérience inédite et traumatisante avait imposé d'adopter la seule attitude qui semblât alors possible, la fuite. Car il n'est rien que l'on puisse faire face à un tel fléau qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qui décime si vite et si sûrement toutes ses victimes. Mais laissons le poète Boccace, témoin de l'arrivée de la Grande Peste à Florence, nous raconter dans son Décaméron ce qu'il a lui-même observé. Nous étions en 1348, lorsque, dans l'excellente cité de Florence, belle par-dessus tout autre de l'Italie, parvint la mortelle pestilence. Or, comme nulle mesure de sagesse ou précaution humaine n'était efficace pour la combattre, au début du printemps de la dite année, le mal développa horriblement ses effets douloureux et les manifesta d'une prodigieuse manière. Pour soigner ces maladies, il n'y avait ni diagnostic, ni vertu de médicament qui parût efficace ou portât profit. Non seulement peu de gens guérissaient, mais presque tous mouraient dans les 3 jours de l'apparition des symptômes. Presque tout le monde tendait cruellement à éviter et à fuir les malades, ainsi que ses propres affaires. Comme le montre Boccace, sans moyen contre un tel ennemi, on ne lutte pas, on bat en retraite. Mais sur quelle société s'est donc abattu le voile noir de la Grande Peste? Où en est la chrétienté en ces années 1347-1348, quand elle subit l'invasion de l'ennemi le plus mortifère qu'elle ait connu jusque-là? Au XIVe siècle, la société médiévale est avant tout chrétienne, socialement ordonnée, au fait de son essor démographique et politiquement marquée par un équilibre fragile et constamment bousculé entre les différents groupes qui la composent. La féodalité structure l'ensemble du domaine temporel, du plus élevé jusqu'au plus bas niveau de la société. Dans les fiefs, les seigneurs détiennent en propre ou en tant que vassaux des terres qui sont exploitées par des paysans et artisans auxquels ils doivent protection et justice. Les liens entre seigneurs et les rapports de force qui les caractérisent constituent un des éléments essentiels de la vie politique et administrative d'alors. Ces liens de féodalité sont au cœur de la plupart des conflits, découpages territoriaux et appareils administratifs, fiscaux et juridiques auxquels sont soumis les contemporains. Le clergé et les abbayes tiennent également une place prépondérante dans tous les domaines de la vie. Garants de la religion, c'est-à-dire responsables de relier les hommes à Dieu, ils sont les représentants sur terre et les interprètes du Tout-Puissant. Leurs paroles, leurs rapports souvent conflictuels avec les nobles, se conjuguent facilement avec leur rôle de défenseur des plus faibles, quand ils ne sont pas eux-mêmes seigneurs, bien sûr, de fiefs importants et donc pour cette raison, inscrits dans la logique féodale au même titre que les nobles. Présents à tous les niveaux de la société, auprès des puissants comme des plus modestes, dans les villes comme dans les campagnes, dans la vie politique comme dans la vie intellectuelle, ils incarnent de façon tangible l'ancrage et l'importance de l'Église en ce temps de Moyen-Âge très chrétien. Les paroisses et diocèses structurent géographiquement et administrativement le territoire et donnent une certaine homogénéité et cohérence à l'organisation du territoire à travers toute l'Europe, quelles que soient les spécificités politiques locales. Mais l'essentiel de la population reste composé de 2 grandes catégories, les paysans, ou plus largement les habitants des campagnes, et les bourgeois. Regroupés dans les villages ou dans de multiples petits hameaux qui parsèment les campagnes, les paysans constituent la partie la plus nombreuse de la population. Les historiens estiment à environ 80% la proportion de paysans dans ce temps du XIVe siècle. Ils exploitent les terres, les pâturages, les champs, les forêts, au profit de leurs seigneurs, laïcs ou religieux. En tant que masse la plus importante, ils sont les principaux contributeurs à l'impôt et aux nécessaires redevances que commande la vie administrative, économique et politique. Les bourgeois, eux, occupent les villes. Grands marchands, magistrats, universitaires,
Artisans, petits commerçants, notaires, petits peuples de serviteurs. Au cours des derniers siècles, les cités médiévales ont eu tendance à augmenter en taille et en importance dans le paysage social, économique, politique et fiscal, allant, pour certaines, jusqu'à s'organiser de façon quasi autonome vis-à-vis du roi ou des princes et seigneurs locaux. On peut citer l'exemple de Toulouse et Bordeaux, par exemple. Ces cités sont le lieu privilégié du commerce, de la magistrature et de la vie universitaire. Les différents métiers y sont regroupés en corporations qui organisent les intérêts communs de leurs membres et parviennent parfois à s'imposer comme véritables interlocuteurs politiques, évidemment seulement pour les plus importantes, comme la corporation des orfèvres ou celle des bouchers. Dans cet Occident très chrétien, l'Église de Rome, personnage central de l'histoire médiévale, traverse pourtant depuis le début du XIVe siècle une crise majeure dans son organe officiel. C'est en effet l'époque des papes d'Avignon et de l'exil du trône de Saint-Pierre en terre française. En 1342, sous l'influence, mais également la protection du roi de France, Pierre Roger est élu 4e pape d'Avignon sous le nom de Clément VI. Il était l'un des principaux conseillers du roi de France lui-même. C'est Philippe VI de Valois qui occupe alors le trône de France. Son accession, fortement contestée à la tête du royaume le plus puissant d'Europe, a ouvert la crise de la guerre de Cent Ans. En effet, bien que capétien et lui-même petit-fils de Philippe le Bel, Philippe VI s'est vu attribuer la couronne au détriment de 4 de ses cousins, parmi lesquels donc le duc de Bourgogne et le roi d'Angleterre, dont la légitimité était tout au moins aussi incontestable que la sienne. La guerre éclate en 1337 et elle durera 116 ans. Entrecoupée de trêves, de traités de paix, d'alliances et de retournements d'alliances, elle cadencera l'histoire politique de l'Europe jusqu'à la reddition de la Guyane à la France par l'Angleterre en 1453. En Italie, où les cités constituent de véritables petits États, les grandes villes comme Gênes, Florence ou Venise imposent leur pouvoir politique aux régions qui les entourent et développent un commerce fructueux avec toute l'Europe et dans toute la Méditerranée. L'Espagne, elle, n'est pas encore unifiée sous une seule couronne et se divise en plusieurs royaumes. L'Aragon, la Castille et la Navarre, qui prendra, elle, un rôle tout particulier dans la guerre de Cent Ans. En 1347, c'est Édouard III d'Angleterre qui règne sur le Royaume-Uni. Il revendique en sus la couronne de France, car il est lui aussi petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Édouard III conduira l'Angleterre du XIVe siècle à la place de première puissance européenne, dominant la France militairement et économiquement, sans toutefois jamais la soumettre. À titre d'illustration de cette domination, on peut noter qu'en 1347, c'est la date de la prise de Calais par les Anglais, et Philippe VI de Valois doit s'avouer vaincu. À l'est, dans la continuité symbolique de l'Empire romain et de l'Empire carolingien, le Saint-Empire romain germanique unifie sous une même couronne de grands États tenus par des princes électeurs. On peut citer la Souabe, la Bavière, la Bohême. C'est Charles IV, alors empereur du Saint-Empire, qui fixe définitivement les règles de l'élection impériale et rétablit l'équilibre dans le rapport de force qui persistait entre Rome et les empereurs germains. Dans une Europe particulièrement déchirée politiquement, l'Église fait figure de tiers unificateur et de grande puissance à part entière. Le Moyen-Âge très chrétien est alors à son apogée. Les bénédictins l'ont profondément et durablement christianisé jusque dans les campagnes les plus reculées au cours des 3 siècles précédents. Rome est parvenue à imposer une structure diocésaine à peu près stable dans la plupart des pays. Les ordres mendiants fleurissent et leurs moines sillonnent les grandes villes, prenant part aux controverses intellectuelles qui agitent alors les milieux universitaires et cléricaux. Les grandes universités comme la Sorbonne à Paris, comme Bologne en Italie ou comme Salamanque en Espagne comptent de nombreux étudiants et sont le lieu privilégié de l'approfondissement et de la diffusion de la scolastique, cette pensée toute médiévale portée à ses plus hautes cimes par saint Thomas d'Aquin quelques 80 ans plus tôt. Le latin médiéval, langue commune à tous les intellectuels et élites de l'époque, favorise les échanges féconds entre tous les représentants des 4 coins de l'Europe. Dans le ciel médiéval, le gothique continue de ciseler les flèches des cathédrales qui semblent s'élever toujours plus haut vers les astres. Paris, Chartres, Reims, jusqu'à Beauvais, dont la voûte atteindra 48 mètres, avant de s'effondrer en 1284, triste présage d'une douloureuse succession d'infortunes que le siècle suivant connaîtra et symbole d'une société qui a atteint ses limites. En effet, au début du XIVe siècle,
le Moyen-Âge semble avoir touché son point de bascule. Les ressources et les moyens de production suffisent tout juste à nourrir une population dont la démographie n'a cessé de croître depuis plusieurs siècles. Les historiens évaluent à peu près à 100 millions d'habitants le nombre de personnes en Europe. Disette et famine, qui semblaient endiguées depuis le Xe siècle, refont leur apparition. Les crises politiques avec la guerre de Cent Ans ou religieuses avec la papauté d'Avignon laissent entrevoir des jours plus sombres. La guerre en particulier constitue un fléau pesant sur les populations, pas tant dans la mortalité qu'elle engendre, parce que les guerres du Moyen-Âge font très peu de morts, mais plutôt dans les conséquences économiques et matérielles. Le financement de la guerre oblige les rois et les seigneurs à prélever des redevances croissantes ou à jouer sur la valeur de la monnaie. Une grande partie des ressources et des moyens de production sont détournés au profit de l'effort de guerre, favorisant la famine ou la malnutrition. Dans les régions où se déroulent directement les conflits, les réquisitions et les pillages qui accompagnent les déplacements des troupes, ainsi que les dégâts causés par les combats directement, essoufflent progressivement les villages et les villes. Au niveau politique et social, le système féodal et les logiques qui l'entraînent commencent à toucher leurs limites, en particulier lorsque cette logique se déploie à l'échelle des royaumes ou entre les royaumes eux-mêmes. Sur le plan intellectuel, la querelle qui a déchiré l'Occident est la querelle des universaux, qui a scandé la vie universitaire et les échanges entre personnalités de renom. En 1347, date d'apparition de la peste en Europe, le franciscain Guillaume d'Occam, principal représentant de l'école des nominalistes, meurt, probablement terrassé par la peste noire. Car c'est bien elle qui, cette année-là, frappe la société médiévale que nous venons de brosser à trop gros traits et qui va en accélérer le déclin. Alors, Pierre, est-ce qu'on a des témoignages de contemporains qui nous racontent un peu cette peste, qui nous la décrivent et qui nous permettent de la rendre plus réelle? Effectivement, oui, on a des témoignages de l'époque qui nous permettent de mieux connaître finalement cette peste et qui mieux finalement que les personnes de l'époque pourraient nous en parler. On en parle même en rime, comme le fait Guillaume de Mao, qui nous écrit « Tant en Oxy et dévora que tous les jours à grand monceau, trouvait-on dames jouvenceaux, jeunes, vieux et de toute guise, gisant morts parmi les églises. » Effectivement, la peste, c'est les morts, et les morts qu'il faut enterrer au fur et à mesure, comme on peut lire aussi chez un autre auteur. Les jetait-on en grandes fosses, tous ensemble et tous morts de bosse, car on trouvait des cimetières si pleins de corps et de bière qu'il convint d'en faire de nouvelles. Le terrible fléau, dit le continuateur Guillaume de Nangis, s'avançait de ville en ville, de village en village, de maison en maison, d'homme à homme. La mortalité fut telle qu'on pouvait à peine ensevelir les morts. On n'avait jamais entendu, jamais vu, jamais lu que, dans les temps passés, une telle multitude de gens soit morts. Boccace, lui, nous décrit les cortèges funèbres collectifs, les grandes fosses communes où sont déposés les cadavres, jointifs, comme des balles de marchandises dans les cales d'un navire. Partout, les cimetières sont trop petits. Il faut les agrandir ou en créer d'autres. Merci pour ces témoignages assez riches et assez incarnés. Est-ce que du coup, à partir de ces témoignages, on est capable d'évaluer les pertes de l'époque? Est-ce que les contemporains eux-mêmes nous donnent des précisions sur les chiffres de cette effroyable épidémie? Alors, effectivement, oui, les contemporains de la peste arrivent à nous donner quelques chiffres. Froissart nous dit « En ce temps, par tout le monde généralement, une maladie qu'on clame épidémique aurait, dont bien la tierce partie du monde mourut. » Donc, un tiers des personnes pour lui. Boccace, lui, estime qu'à Florence, sur 120 000 habitants, 100 000 périrent. En Bourgogne, on évalue les pertes au 9/10 de la population. À Montpellier, Simon de Couvin, lui, parle uniquement de la moitié de la population. Alors, ces chiffres paraissent incroyables. Est-ce qu'on est tout à fait sûr de la précision de ces chiffres? Est-ce que les témoins de l'époque ont souci de précision? Ou est-ce qu'il faut avoir une autre interprétation de ces chiffres? Par exemple, à Rouen, je crois qu'il y a un cas absurde où ils ont dénombré plus de morts qu'il n'y avait d'habitants dans la ville à l'époque. Oui, c'est ça. Ces cas-là. À Rouen, on parle de 100 000 morts, alors qu'il n'y avait à l'époque que 50 000 habitants. Donc, ce qui montre une crédibilité limitée qu'on peut accorder à ces chiffres. Après, les estimations actuelles parlent d'environ 30 à 50% de la population qui est partie avec la peste. La France comptait à l'époque environ 20 millions d'habitants. Et donc,
En Europe, on peut parler entre 25 et 45 millions de personnes qui sont décédées. Et au niveau mondial, puisque la peste a touché non seulement l'Europe, mais aussi toute l'Asie, finalement, on est entre 75 et 200 millions de morts. Juste pour avoir un ordre d'idée par rapport aux catastrophes plus récentes. La Deuxième Guerre mondiale a fait entre 1 et 2% de victimes en France, et en Allemagne, on monte à 12%. Pour parler plus d'une épidémie, la grippe espagnole, elle, a tué entre 2,5 et 5% de la population. Effroyable. Alors, on parle de plusieurs sortes de peste, je crois. Il y en existe plusieurs. Quelle est celle, ou quelles sont celles qui ont frappé l'Europe en 1347? Alors, effectivement, on parle de plusieurs sortes de pestes. Et le plus simple, c'est de revenir à ceux qui nous décrivent finalement cette épidémie et qui en parlent ainsi, comme dit Guy de Chauliac pour la peste à Avignon. La dite mortalité commença chez nous au mois de janvier et dura l'espace de 7 mois. Elle fut de 2 sortes. La première dura 2 mois, avec fièvre continue, crachement de sang, et l'on mourait tous les 3 jours. La seconde fut tout le reste du temps, avec des fièvres continues aussi, mais avec des apostèmes et des charbons sur les parties externes, principalement aux aisselles et aux aines, et l'on mourait tous les 5 jours. Et ce fut si grande contagion que non seulement en séjournant, mais aussi en se regardant, l'un l'apprenait de l'autre. Les gens mouraient sans serviteur, étaient ensevelis sans prêtre. Le père ne visitait plus son fils, le fils ne visitait plus son père. Alors, juste pour prendre un petit peu pour voir les choses un peu différemment, de manière peut-être un peu plus médicale, la peste, c'est un petit organisme vivant, une petite bactérie, donc un être unicellulaire et sans noyau, qui s'attaque au système immunitaire de l'homme. Il s'attache en fait aux ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques font partie dans la machine de l'homme, ils font partie de ce qui permet d'assurer son autodéfense. Et donc, en s'attaquant à l'autodéfense, il y a tout qui est touché, évidemment. Et ce qui entraînera les 2 types de peste qu'il va y avoir essentiellement, ça va être le fait que la bactérie s'attaque aux ganglions. Et donc là, les ganglions étant au niveau de l'aine et au niveau des aisselles, c'est là où on verra que ça gonfle. Et on le verra aussi au niveau de quand la bactérie atteindra le poumon, ça entraînera donc une deuxième sorte de peste. Pour donc la première peste, la peste bubonique, elle incube entre 2 et 6 jours. Il y a donc formation de bubons, c'est-à-dire de boules de pus. Hein. Et en l'absence de traitement efficace, ça va entraîner le plus souvent des problèmes cardiaques. La peste, et les gens meurent dans la semaine. La peste pulmonaire, elle, c'est quand la bactérie donc, atteint les poumons. Et là, c'est comme pour le coronavirus, c'est des histoires de détresse respiratoire qui, à l'époque, du coup, tuait à peu près tout le monde. Elle peut se propager donc par un simple éternuement, du fait que les gens se parlent, le contact des vêtements, des choses comme ça. Voilà un peu pour ce que je peux vous raconter de la peste. Alors, on sait que le coronavirus vient de Chine, et on sait aussi qu'apparemment la grande peste venait d'Asie également. Effectivement, la grande peste vient d'Asie. On ne sait pas exactement où, a priori l'Asie du Sud-Est. Les hypothèses pour son arrivée sont qu'elle serait venue finalement à dos de gerbilles, donc de petites souris ou de rats, jusqu'à l'arrivée quasiment au Moyen-Orient. Donc elle aurait mis une dizaine d'années pour faire ce parcours-là. En gros, la peste se déplace sur les petits rongeurs essentiellement. Et pour passer de l'un à l'autre, c'est les puces qui la transmettent. Et c'est comme ça qu'une fois que les rats sont morts, elle passe sur les hommes, puisque c'est des puces qui sont plus attirées par les rats que par les hommes au départ. Et quand il n'y a plus de rats, il faut bien qu'elles trouvent à se nourrir ailleurs. Ce qui va entraîner le déferlement de ce fléau en Europe, ça va être le siège de Kaffa, donc en Crimée. Les Mongols assiègent Kaffa, qui est un comptoir, un port génois sur les bords de la mer Noire. Et les Mongols, eux, sont atteints de la peste. Et pour envoyer la peste à leurs ennemis, ils envoient tout simplement des cadavres par des catapultes. Donc les cadavres arrivent de l'autre côté de la muraille
Et à ce moment-là, les gens sont petit à petit infectés quand les puces repartent des cadavres pour aller sur les Génois. Faute de combattants, le siège va s'arrêter. Et à ce moment-là, les marins génois vont repartir chez eux. Et là, la peste va commencer à partir et à se disséminer en Europe. Alors, ce serait donc depuis la Crimée, depuis Caffa, que la peste, via les navires génois, s'est répandue dans toute l'Europe. Est-ce qu'on connaît un petit peu son parcours? Combien de temps elle a mis? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce qu'elle a mis plusieurs années, comme ça a été le cas, pour venir d'Asie jusqu'à Caffa? Comment ça s'est déroulé? Alors, ce qu'on observe à ce moment-là, c'est que la peste va avancer de manière très rapide par les eaux fluviales. Pour donner un ordre d'idée, donc Constantinople est touché en 1347. Et là, en quelques mois, ça va être Messine, Gênes, Marseille qui seront touchés aussi. Pise un peu plus tard. Et de Marseille, la peste va remonter dans un axe sud-nord à travers toute l'Europe. Et en atteignant assez vite Bordeaux, et de Bordeaux, ça va partir aussi assez vite en Angleterre. Et finalement, en l'espace de 1 ou 2 ans, l'Europe entière sera touchée par le fléau. D'accord. Et donc, le fléau arrivant dans les villes, les premiers concernés, j'allais dire, par une initiative quelconque, sont les autorités publiques et locales. Est-ce qu'on connaît un petit peu les différentes initiatives qu'elles ont pu mettre en œuvre pour combattre, contenir ou se défendre vis-à-vis de la peste? Oui, on connaît un petit peu les premiers réflexes qui ont été, bien sûr, le recours aux médecins, tout simplement. On est malade, on va voir le médecin. Et à l'époque, seuls les riches avaient les moyens. Donc, c'est surtout les riches qui vont pouvoir en profiter. Les médecins n'apportant pas de réponse, sinon celle tirée des anciens, c'est-à-dire la quarantaine, on écarte les malades. La solution d'après qui va être, ça va être tout simplement de fuir. Donc ceux qui pourront vont fuir et les villes assez remplies à l'époque vont se vider pour la campagne. Donc la seule réponse, comment dire, enfin, le premier réflexe, ce sera la fuite. Et après, à un niveau peut-être un peu plus politique, les premières choses qui seront mises en place, ce sera tout simplement de bien nettoyer les villes et aussi de surveiller à un niveau plus économique, de surveiller les salaires. Faire en sorte que la main-d'œuvre venant à manquer, donc la personne payée, entre guillemets salarié, ne puisse pas exagérer volontairement son salaire auprès de son patron. Et alors, quel a été le rôle de l'Église vis-à-vis de l'Église, qui est donc au premier rang normalement en cas de maladie? C'est à l'Église que revient le rôle social qu'on attribuerait aujourd'hui à la sécurité sociale. Euh, Quelle a été la réaction de l'Église pour lutter contre la peste et soutenir les malades? Alors, le premier rôle de l'Église, c'est effectivement de montrer le lien entre ce fléau et puis comment dire, la vision de Dieu, et de montrer que c'est peut-être un signe de la colère de Dieu, un châtiment. Et l'Église va aussi, à ce moment-là, proposer l'aide aux personnes. Le pape va faire un décret ordonnant à tous les prêtres de faire constamment leur devoir de visite des malades et d'administrer le sacrement des mourants, de les soigner aussi autant qu'ils le pouvaient. Et puis, face comment dire, comme face à la peur de ce fléau, beaucoup étaient partis. Les ordres, surtout les ordres mendiants, vont se retrouver les premiers sur le front à aller visiter donc les malades. Et est-ce que, un peu comme aujourd'hui, il nous est interdit d'aller à Saint-Nicolas pour la messe, ils avaient mis en place un certain nombre de gestes pour prévenir très concrètement, très physiquement, très matériellement la contagion? Oui, effectivement, à l'époque aussi, on a utilisé les gestes barrières pour limiter la propagation de l'épidémie. Les premiers gestes qu'il pouvait y avoir, c'était d'avoir un cierge allumé entre le malade et le religieux afin de désinfecter l'air entourant le pestiféré. Mais il y avait aussi, pour administrer la communion ou l'extrême-onction, on utilisait des baguettes à long manche pour éviter d'être en contact avec le malade. Et puis, il y avait des choses plus classiques, comme le fait de changer de vêtements, de se laver les mains après avoir assisté à un malade. Alors là, on parle du clergé en lui-même, des actions concrètes au quotidien. Est-ce qu'à la tête de l'Église, le pape lui-même, donc Clément VI à Avignon, a fait preuve d'une façon ou d'une autre d'un rôle particulier dans cette lutte contre la peste? Effectivement, le Saint-Père, à ce moment-là, a compris que l'heure n'était surtout pas d'épouvanter les gens qui étaient déjà bien épouvantés par la maladie. Et il a
pris des mesures pour, dans le but un peu d'un double effet, me semble-t-il. D'un côté, d'apporter la résignation et la paix aux mourants, et de l'autre côté, d'encourager au maximum la charité des survivants. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire a guidé un peu sa politique, qu'il avait à remplir à deux niveaux, en tant que chef temporel, puisque chef à Avignon, et chef spirituel aussi, donc de l'ensemble de la chrétienté. En tant que chef temporel, il s'occupa aussi de payer les médecins, il distribuait les remèdes, il s'occupa des cimetières, et il ordonna, alors ça c'était une nouveauté à l'époque, il ordonna l'autopsie des cadavres dans le but de faire progresser la médecine. On sait qu'à l'époque, l'Église ne permettait pas ce type de pratique, et le pape l'a à l'époque autorisé. Et donc le deuxième point, après chef temporel, chef spirituel, on note qu'il a béni le Rhône dans lequel on jetait les cadavres du fait que les cimetières étaient pleins. Il composa une messe pour les temps de peste. Il publia aussi 2 bulles contre l'extermination des Juifs et s'opposa à la folle secte des flagellants dont nous parlions tout à l'heure. Et il accorda une absolution générale pour tous les fidèles mourants de la peste et donna des indulgences pour ceux qui se repentaient avec contrition et ceux qui s'emploieraient au service des pestiférés. Enfin, en 1350, il instaura une année sainte. C'était un jubilé qui avait été instauré en 1300, qui avait pour vocation de revenir tous les 100 ans seulement. Et là, il proposa donc un grand pèlerinage à Rome, qui fut bien accueilli par l'ensemble de la chrétienté de l'époque. Ça ne va pas trop contre la logique du confinement, ça. Non, c'était pas le principe. Est-ce que le clergé, qui était donc en première ligne pour lutter contre la peste, a été préservé du fléau, ou est-ce qu'il a finalement, au même titre que le reste de la population, dû compter les morts trop nombreux? Alors, de ce qu'on arrive à voir, après, les chiffres, une fois de plus, qui sont donnés à l'époque, ne sont pas forcément très fiables, mais on voit par exemple qu'à Montpellier, sur 140 religieux, il en resta plus que 7. À Maguelone, sur 160, il en resta un seul seulement. À Marseille, sur 150 frères mineurs, il n'en resta pas un seul. Donc, des quelques chiffres qu'on a, un peu de ponction qu'on peut trouver, il semblerait que le clergé ait été très, très fortement impacté par cette épidémie. D'accord. Est-ce qu'on est capable de tirer, nous, des leçons contemporaines aujourd'hui et face peut-être au cas particulier du coronavirus, des leçons de ce que l'histoire a à nous apprendre au sujet de la Grande Peste de 1347? Est-ce qu'il y a des enseignements qu'on peut en tirer? On s'est posé la question avec Pierre et on se permet de vous suggérer nos conclusions. C'est évidemment pas scientifique, c'est plus des idées qui nous sont venues à l'observation de cette Grande Peste de 1347. Dont certaines similitudes avec le cas présent nous ont frappés. Le premier point peut-être qui pourrait être intéressant de constater, c'est que la peste de 1347 a frappé une société qui était vraiment au sommet de son essor. Donc c'est le Moyen-Âge dans ce qu'il a de plus grand, de plus beau, de ce qu'il a produit de plus formidable et de plus durable pour les siècles qui ont suivi, qui s'est trouvé confronté à la peste. Et un peu à l'image de ce que la peste de Justinien, donc au VIe siècle, une grande épidémie de peste, avait occasionné, c'est-à-dire en gros, elle avait accéléré la chute de l'Empire romain d'Occident. Et ben, la grande peste de 1347, elle, a entraîné avec elle, ou a participé à l'écroulement de l'Empire romain d'Orient. Pour rappel, donc, la peste avait particulièrement touché Constantinople également. Évidemment, elle touche un Occident médiéval en plein essor et elle va l'impacter très fortement, elle va lui mettre un coup d'arrêt, elle va faciliter son déclin et ouvrir la page d'une nouvelle période historique qui sera la Renaissance. Un autre point qui nous a frappé et qui nous paraît intéressant de partager, c'est la façon dont a réagi la société civile face à la Grande Peste. En fait, la société civile n'était pas prête. Les organisateurs de la vie publique, comme le corps médical, étaient complètement démunis.
démunis sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce qui frappait les malades, et démunis sur le plan matériel, ils n'avaient pas les outils qui leur permettaient de au moins soigner, atténuer la souffrance des malades, sinon de tuer la maladie. Un troisième point qui nous paraît évidemment très semblable entre la peste de 1347 et la période que nous, on traverse à moindre échelle, c'est l'impact économique instantané et très fort qu'a connu toute la société. Pour ça, je voudrais vous citer Georges Duby, qui est un grand historien français de l'histoire médiévale, et qui nous en parle en ces termes. En premier lieu, la peste a provoqué une crise de main-d'œuvre dont ont souffert les exploitants des grands domaines et les entrepreneurs qui dominaient la production artisanale. Cette crise a déterminé un brusque désordre dans les salaires, auxquels les souverains ont essayé de remédier par des édits enjoignant de ramener les gages à leur niveau d'avant la peste. Vaine tentative. L'élévation des frais d'embauche, jointe à la diminution du nombre des sujets et à la nécessité, pour repeupler les exploitations progressivement désertées, de consentir à une réduction des redevances et des services, a porté un coup très rude à la seigneurie rurale et a hâté sa décomposition. Donc, en termes plus fournis, c'est ce que Pierre nous disait tout à l'heure, l'impact sur les salaires, la diminution de la main-d'œuvre et donc de la capacité de production ont directement et comment dirais-je, tout de suite en fait impacté l'économie médiévale. Et on peut voir que l'autorité publique a tenté d'endiguer, de faire levier sur l'ensemble des facteurs qui entraînaient cette déroute économique, un peu comme notre propre gouvernement aujourd'hui tente de le faire. Sur un aspect un peu plus psychologique, j'allais dire, on observe à l'époque, et ça a beaucoup frappé Boccace, on l'a entendu dans sa description, que la réaction individuelle des gens, c'est l'égoïsme en fait. C'est le repli sur soi, c'est l'abandon des plus faibles au profit des moins scrupuleux, c'est la fuite des zones à risque, c'est chacun pour soi et éventuellement Dieu pour tous. Boccace nous en parle en ces termes. Par suite de ce deuil public, une telle épouvante était entrée dans les cœurs, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, que le frère abandonnait son frère, l'oncle son neveu, et ainsi de suite, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. Et chose plus forte et presque incroyable, les pères et les mères refusaient de voir et de soigner leurs enfants, comme si ceux-ci ne leur eussent point appartenu. Donc le repli sur soi, c'est, je pense, un réflexe naturel de l'homme en temps de crise, et ça a été particulièrement évident à l'époque de la Grande Peste. On peut se demander si ce n'est pas un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il est très intéressant d'observer également que, comme l'a mentionné Pierre tout à l'heure, la Grande Peste a suscité deux types d'excès. J'allais dire un excès à gauche, un excès à droite. À gauche, évidemment, le malheur effroyable et l'impuissance de l'homme ont conduit à un certain abandon de tout repère. En gros, les gens se disaient, eh ben, tant qu'à vivre peu, autant vivre à fond, et donc tomber dans la débauche. Et là, également, Boccace nous en fait une très belle description dans son Décaméron. De l'autre côté, l'excès qui a particulièrement marqué l'iconographie et l'imagination populaire jusqu'à aujourd'hui encore, pour la Grande Peste de 1347, c'est donc cet épisode des flagellants, qui étaient donc des espèces de confréries de gens qui se baladaient plus ou moins vêtus en se fouettant de toutes sortes d'objets dans les rues et en lançant de grandes imprécations vers le ciel pour solliciter le secours de Dieu, et qui tombaient carrément dans un mysticisme plutôt morbide. D'ailleurs, le pape lui-même, Clément VI, a condamné cette dérive et il a refusé d'en faire un exemple de piété reproductible par l'ensemble des fidèles. Un point également qui nous a paru frappant, c'est qu'à l'époque, et c'est d'ailleurs un point qu'on observe dans toutes les grandes crises que traverse l'humanité, la société s'est cherché un bouc émissaire. René Girard, qui est un grand historien, un grand chartiste, qui est mort il y a quelques années seulement, a très bien décrit ce phénomène en termes sociologiques. La société, quand elle est en période de crise, en particulier quand elle est responsable de la crise, et c'est souvent le cas, on ne parle pas seulement d'une crise climatique, on peut parler de crise économique comme celle qu'on vivra après le coronavirus, de crise hygiénique, la société se cherche un responsable.
Elle veut se décharger du poids de la faute originelle qui a occasionné la crise. Et donc, à l'époque médiévale, c'est plutôt les Juifs qui prennent leurs tarifs. Donc, on a assisté à des pogroms de Juifs assez nombreux. Dans le Saint-Empire romain germanique, par exemple, ça a été assez dur. Et le pape a dû intervenir pour défendre les Juifs et stopper ces pogroms en expliquant qu'il était hors de question d'envisager que la peste elle-même pouvait provenir des Juifs qu'on accusait d'empoisonner les puits, d'empoisonner les rivières, et dont on prétendait observer que, par ailleurs, ils étaient plutôt préservés eux-mêmes de la peste, ce qui était absolument faux statistiquement parlant. Un avant-dernier point, avant le plus important, qui a été la conséquence directe de l'impact économique mentionné précédemment, c'est que la mort d'un si grand nombre de personnes a accru les disparités entre les riches et les pauvres. Et ça s'est fait très simplement, très mécaniquement, j'allais dire, par la concentration du patrimoine, c'est-à-dire qu'en fait, les riches qui décédaient, mettons qu'on avait une famille de 10 personnes, on dit qu'il y en a 25 à 40% qui sont décédés, eh bien, ça laisse 5-6 personnes qui vont récupérer le patrimoine des 4 défunts et qui donc vont voir leur richesse augmenter assez vite et assez fortement. À l'inverse, du côté des pauvres, quand on n'a rien à léguer, récupérer le pactole du papa ou du frangin, ça ne changeait pas grand-chose en fait. Donc l'écart s'est prononcé entre les riches et les pauvres très mécaniquement à la suite des décès occasionnés par la peste. Enfin, dernier point, et c'était peut-être très vrai à l'époque médiévale, ça le sera peut-être de façon plus compliquée à notre époque, la détresse dans laquelle la société s'est trouvée, l'impuissance, la vulnérabilité, ont déclenché un regain très fort de foi et de piété. Et comme chaque temps de crise, la peste a vu l'émergence de grands saints. On connaît tous Saint-Roch, évidemment. Et ça, c'est très frappant de voir que Dieu, se servant des épreuves, permet de susciter des regains de piété comme ça, des élans de foi qui, canalisés par l'Église et structurés par l'Église, ont des bénéfices pour plusieurs générations après. Alors, en guise de conclusion, c'est une conclusion un peu rédigée, on peut donc dire que la peste venue d'Asie, comme beaucoup des épidémies de l'époque, cette grande tueuse de 1347 aura laissé des cicatrices profondes dans la société de la fin du Moyen-Âge. Pas un foyer, pas une couche sociale, pas un âge ne furent épargnés. Fauchant impitoyablement les contemporains en quelques heures, en quelques jours, la grande peste rencontra peu de résistance dans sa terrible diffusion. Aucune connaissance de cette maladie, aucun traitement ni médicament, aucune procédure réellement efficace ne pouvait la contenir. La fuite seule semblait possible. Suscitant chez beaucoup des réflexes égoïstes de repli sur soi, le fléau noir décima les villes et les campagnes de ce milieu du XIVe siècle, impactant durablement la démographie de l'Occident chrétien. Les historiens estiment qu'il a fallu plus de 2 siècles pour retrouver le niveau démographique d'avant la peste, facilitant le déclin d'un Moyen-Âge qui ne devait jamais réellement s'en relever et au passage facilitant la désagrégation de ce qui restait de l'Empire romain d'Orient. Excès de providentialisme ou excès de débauche, recherche de boucs émissaires, la grande peste encouragea des dérives diverses, comme beaucoup de périodes de crise en connaissent. Face à ce terrible ennemi, l'Église se porta en première ligne pour soigner les malades, à la mesure de leurs faibles moyens, pour administrer les sacrements, pour protéger les plus faibles, pour accompagner les mourants dans leur dernière sépulture. Clercs et religieux ne furent pas épargnés par l'impitoyable faucheuse, et pour combler leur rang décimé, l'Église dut urgemment recruter en masse. Elle a ainsi dégradé la qualité de ses effectifs et a ouvert le flanc à une critique que certains historiens considèrent aujourd'hui comme le germe de la réforme protestante. « J'attends la mort au milieu des morts », écrit désespéré le franciscain John Klein depuis l'Irlande décimée. Il n'y a d'ailleurs pas échappé. Mais transformant un cri de désespoir en cri d'espérance, l'Église sut également canaliser l'élan de foi suscité par ce drame, encourageant la prière et les sacrifices de ses fidèles,
développant de nouvelles formes de dévotion en réponse directe aux conséquences désastreuses de la peste noire. Au-delà des comparaisons possibles que la Grande Peste suscite avec l'épisode que notre génération traverse, l'émergence des grands saints comme Saint Roch, qui naît en 1348, la date est quand même extraordinaire, et qui est le saint patron protecteur contre les épidémies, est bien la preuve tangible que dans l'épreuve, Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Merci beaucoup Damien pour ces éléments un peu qui nous permettent de comprendre peut-être d'une certaine manière l'actualité, bien que toutes proportions gardées, les choses sont très différentes. Peut-être certains mécanismes par contre peuvent se ressembler tout de même. Et puis de conclure ça avec une belle pensée qui nous montre que quoi qu'il arrive, le ciel sait, lui, ce qu'il se trame et nous apprend à faire confiance à la providence. Voilà, le topo se termine. Je vous propose donc, pour ceux qui le souhaitent, de poser des questions. Pour ça, vous n'avez qu'à lever la main. On vous regarde. Non, vous pouvez les poser par écrit ou sinon vous mettez votre micro en non muet pour pour que tout le monde puisse vous entendre. Si jamais vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on a des éléments sur les conséquences de cette peste-là? Quelles conséquences la peste a eu sur la guerre de 100 ans et notamment la relation avec les Anglais qu'on avait à l'époque? On sait répondre à ça ou pas? Alors la peste, donc, comme on l'a mentionné, la peste, elle a frappé l'Europe 10 ans après le début de la guerre de 100 ans. Donc à l'époque, quand on dit guerre de 100 ans, il ne faut pas imaginer 100 ans de conflit ouvert, continu et mortel. C'est plutôt une relation conflictuelle de 100 ans qui s'est traduite par des combats, des prises de villes, des pillages et autres horreurs. Néanmoins, ce n'est pas une guerre continue. Quand la peste frappe en 1347, elle frappe j'allais dire au meilleur moment pour Philippe VI ou au pire moment selon le point de vue, puisqu'il vient de perdre la ville de Calais, qui était donc une place stratégique dans la défense du territoire français vis-à-vis de l'Angleterre. Et Philippe VI va très vite obtenir des traités de paix pour pouvoir préserver sa population dans un temps d'épidémie effroyable qui, de toute façon, faisait un nombre de morts incalculable par rapport à la guerre qu'il menait contre Édouard III d'Angleterre. Donc, en fait, quelque part, ils ont interrompu la guerre de 100 ans. Schématiquement, ils ont interrompu la guerre pour s'occuper de la peste, ou plutôt pour fuir la peste. S'il y en a d'autres qui ont des questions. Ah, peut-être sur le chat. Alors, attends. Comment la peste a disparu? C'est une super question. Dès qu'il y a une question qui nous a été posée sur le chat, j'ai l'impression d'être youtubeur. Oui, c'est moi. Comment on a fait disparaître la peste? C'est une super question. En fait, la peste n'a jamais disparu. La peste, elle a frappé violemment comme un coup de tonnerre en 1347. Jusqu'en 1352, c'est l'apogée ou plutôt le paroxysme de ses effets. Après 1352, quand on regarde les registres, les registres paroissiaux qui dénombrent le nombre de morts et tout ça, on constate que le nombre de décès décroît très fortement. Donc, on peut considérer que la peste a été plus ou moins endiguée. Et en fait, en 1360, il y a une reprise de la peste monstrueuse, qui d'ailleurs est l'épisode de peste pendant lequel Saint Roch va s'illustrer par ses guérisons miraculeuses. Et donc, en fait, la peste, elle a tout simplement vécu enfouie, on va dire, tapis, et elle a fait des résurgences comme ça à travers les siècles jusqu'au 19e siècle. La peste n'a jamais cessé de frapper l'humanité jusqu'au 19e siècle, la mise en place du vaccin et la découverte de la bacille par Alexandre Yersin, qui, comme le précise
Alexandre Leray, est un Français, je crois qu'il est d'origine suisse et russe, mais c'est effectivement un Français qui a découvert la bacille au XIXe siècle et qui a permis la découverte du vaccin associé en endiguant la peste. Il y a toujours des cas de peste aujourd'hui, en fait. Hein. Il n'y a plus d'épidémie, mais il y a toujours des cas de peste isolés. Ouais, le Eric Raoult de l'époque. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, peut-être en coupant leur micro ou sur le chat, comme vous préférez? Let's call it a night. Alors, ça a l'air d'être bon. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. On continuera les topos confinés avec l'épisode 3 ce lundi et l'épisode 4 mercredi. On vous donnera toutes les informations par mail, bien sûr, comme d'habitude. On s'excuse parce qu'on a été un petit peu plus long que prévu, mais c'était tellement intéressant, je pense que vous avez bien aimé. Merci Jean-Gastien et merci à tous pour vos commentaires fort agréables. Je vous souhaite une excellente soirée et à lundi soir. Bonne soirée, ciao.